Donald Trump à nouveau dans le viseur de la justice américaine, et cette fois-ci pour avoir accepté des paiements de gouvernements étrangers via son empire immobilier. La nouvelle plainte sera déposée lundi par les procureurs de Maryland et du District of Columbia, rapporte le Washington Post. Le quotidien cite le procureur de Maryland expliquant que la dite plainte vise la non-séparation par Trump de ses intérêts personnels avec ses devoirs présidentiels. Parmi les éléments clés de l'affaire figure le Trump International Hotel ouvert l'an dernier par le président américain près de la Maison-Blanche. Outre la question des paiements étrangers, la nouvelle plainte souligne que cet hôtel pose un problème de concurrence déloyale pour les hôtels voisins. Cette annonce vient s'ajouter aux ennuis de Trump déjà aux prises avec des enquêtes du Congrès, du FBI et la nomination d'un procureur spécial, Robert Mueller, sur une possible coordination de son équipe de campagne avec des responsables russes. Après sa prise de fonction en janvier, Trump a confié à ses fils le contrôle au jour le jour de ses affaires, mais a conservé toutes ses parts dans la Trump Organization. Ils sont des centaines, les Ukrainiens, à avoir traversé la frontière entre le pays et l'Union européenne dimanche, célébrant l'entrée en vigueur de l'exemption de visa avec l'UE pour les courts séjours et la sortie définitive de leur pays de l'Empire russe. Pour nombre d'analystes, cette mesure est significative pour l'Ukraine où un soulèvement pro-européen en 2014 a provoqué le départ du président pro-russe et l'arrivée au pouvoir de Poroshenko. Depuis, Moscou et Kiev sont à couteau tiré en raison de l'annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée suivie d'un conflit armé dans l'est de l'Ukraine entre rebelles pro-russes et forces gouvernementales. Tous les Ukrainiens possédant un passeport biométrique peuvent désormais se rendre dans un État de l'UE pendant 90 jours maximum pour faire du tourisme ou rendre visite à leur famille ou à des amis. Ils n'ont en revanche pas le droit d'y travailler. L'exemption de visa pour les Ukrainiens s'applique à tous les pays de l'UE sauf au Royaume-Uni, à l'Irlande ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse. Le président du Brésil s'offusque contre une publication du magazine Veja qui l'accuse d'espionnage et de pression sur la justice. Alors que l'article a été envoyé au juge qui enquête sur la corruption, Michel Temer a déclaré lundi qu'il ne se mêlait jamais aux autres pouvoirs. L'article publié vendredi cite un président adjoint anonyme qui dit que le gouvernement a ordonné à l'agence brésilienne du renseignement de trouver des informations compromettantes sur le juge du tribunal fédéral suprême. Je n'interfère pas et je ne permettrai aucune ingérence indue d'un pouvoir sur un autre. Aucune ingérence n'a été ou ne sera consentie, quelle que soit la situation. Le chemin qui va de la justice au justicier est le même chemin tragique qui mène la démocratie à la dictature. Je ne permettrai pas que le Brésil emprunte ce chemin. Je ne me découragerai pas, je continuerai à mener et à défendre l'approbation des réformes économiques, politiques et sociales qui contribuent à remettre le Brésil sur le chemin de la prospérité et de la croissance. Depuis le non-lieu prononcé vendredi par le tribunal suprême électoral sur les élections de 2014, c'est la première fois que le président brésilien Michel Temer s'est exprimé. Le président, dans les cordes depuis le 17 mai dernier, est venu à la lumière d'un enregistrement qui semble garantir le paiement d'un pot de vin. Limitation de l'émigration vers l'Europe. La chancelière présidente du G20 a dans ce sens lancé lundi un appel à investir en Afrique, car il est compris de tous que s'il y a trop de désespoir, des jeunes chercheront une nouvelle vie ailleurs. Pour alors retenir les jeunes dans leurs pays respectifs, Angela Merkel a souhaité à la fois un partenariat économique avec l'Afrique, mais aussi œuvrer à la paix et la sécurité sur le continent. La dirigeante allemande a donné ainsi le coup d'envoi à 2 jours de conférence. À cette occasion, les responsables africains et investisseurs sont censés œuvrer de concert pour stimuler l'investissement privé dans le cadre d'une initiative du G20 baptisée Compact with Africa. Déjà en mars,
Lors d'un sommet du G20 Finance, les grands argentiers des principales économies du monde avaient convié leurs homologues de Côte d'Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de Tunisie. Cette fois-ci, le Ghana et l'Éthiopie se sont joints à cette initiative et les dirigeants du Niger, d'Égypte et du Mali sont aussi venus s'exprimer à Berlin devant une centaine d'investisseurs. Il s'agira de rendre les pays africains plus attirants à l'investissement par le biais du soutien politique des pays du G20 et technique des institutions financières internationales. Derrière ce souhait d'un développement économique d'un continent dont la croissance démographique explose, se trouve l'idée de s'attaquer aux causes de la migration. Journée de l'indépendance lundi aux Philippines. L'armée qui peine à déloger les djihadistes d'une ville du sud de l'archipel a hissé le drapeau national lors d'une cérémonie poignante à la mémoire des dizaines de victimes. En effet, depuis le 23 mai à Marawi, des milliers de soldats philippins livrent des combats féroces à des djihadistes qui ont prêté allégeance au groupe État islamique et se servent d'environ 2000 civils comme boucliers humains. C'est un combat en face à face, de l'autre côté de la rue, d'une maison à une autre. C'est une longue bataille tactique. Marawi est une vieille ville avec de hauts bâtiments, donc vous devez aller de maison en maison, de bâtiment en bâtiment. C'est assez difficile. Ça prend du temps. 58 soldats et policiers ont été tués dans des combats, de même que plus de 20 civils. L'armée estime que près de 200 djihadistes ont également été tués. Le porte-parole de l'organisation État islamique a félicité les djihadistes qui ont mené ces actions aux Philippines et en Iran. Ces propos figurent dans un appel général aux djihadistes à travers le monde pour qu'ils poursuivent leurs attaques d'ici à la fin du Ramadan, le jeûne traditionnel des musulmans. À la demande de la procureure générale du Venezuela, 8 magistrats de la Cour suprême, instance réputée proche du président Nicolás Maduro, seront poursuivis. La procureure les accuse d'avoir provoqué une rupture de l'ordre constitutionnel en ordonnant fin mars la confiscation des prérogatives du Parlement, contrôlée par l'opposition depuis fin 2015. Malgré l'annulation de cette décision, les manifestations exigeant le départ de Nicolás Maduro se succèdent de façon quasi quotidienne dans le pays. Je suis ici devant la chambre plénière de la Cour suprême pour demander une audience préliminaire contre les magistrats de la Chambre constitutionnelle, les 6 juges et leurs 2 suppléants. 6 magistrados y 2 suplentes. Esta es la muerte del derecho. Sería la muerte. Ceci est la mort du droit. Ce serait la mort du droit si nous permettions que ces juges continuent dans cette chambre. C'est pour ça que je demande que l'on convoque de nouveaux juges afin qu'ils puissent résoudre cette pétition faite par le ministère public et que les autres en soient déchargés immédiatement. Se separen inmediatamente del cargo. En réaction à la demande de la procureure générale, les députés chavistes ont déposé ce mardi une demande pour évaluer la santé mentale de cette dernière pour déclarer ensuite son limogeage. Possible extradition de l'ex-président panaméen Ricardo Martinelli, arrêté en Floride. L'homme accusé d'espionnage politique à grande échelle a été présenté à un juge américain mardi. L'ancien chef d'État a été à l'issue de cette première audience maintenu en détention. L'homme devra de nouveau comparaître le 20 juin. Ce sera pour déterminer s'il est éligible à une libération sous caution. Il est accusé d'avoir intercepté des conversations téléphoniques de manière illicite. Mais de toutes les règles établies entre les États-Unis et le Panama, aucune n'inclut ce délit. D'abord parce qu'il est enraciné aux États-Unis avant même d'être président du Panama. Il a un ancrage ici car il vit aux États-Unis. Ensuite, c'est un homme d'affaires. Il a des affaires aux États-Unis, au Panama et dans d'autres pays. Donc ce que nous voulons dire, c'est que Ricardo Martinelli a de quoi prouver qu'il ne va pas s'échapper. Refuser la libération sous caution est une procédure normale en ce qui concerne les traités d'extradition. Ce serait une exception à la règle, car il est président du Panama.
Il pourrait être libéré sous caution car il n'y a pas de risque qu'il s'en aille. Ce serait une façon d'équilibrer le jugement que le tribunal doit rendre et l'avocat de M. Martinelli va soutenir cet argument devant la Cour. Président du Panama entre 2009 et 2014, Martinelli aurait illégalement fait enregistrer des communications de 150 personnes, dont des opposants politiques, des journalistes, des juges de la Cour suprême et sa maîtresse, selon l'acte d'accusation des autorités américaines. Ce système d'espionnage étatique était financé à hauteur de 13 400 000 $ par des fonds publics destinés à des programmes sociaux. Processus de désarmement en Colombie. Les FARC ont remis mardi un lot de fusils, pistolets, lance-grenades et lance-missiles à la mission de l'ONU qui avait estimé l'arsenal des FARC à environ 7000 armes. L'opération s'inscrit dans le cadre de l'accord de paix historique signé entre cette guérilla et le gouvernement. L'accord a suscité beaucoup d'attentes et nous les avons remplies. Aujourd'hui, le chemin des FARC vers la vie civile et la politique sans armes est sans doute le plus beau symbole du processus. Nous voulons qu'ils sachent que nous portons la paix dans nos cœurs. Notre engagement est total. Nous allons tout donner pour la construction du pays dont nous rêvons. La semaine dernière, environ 2300 armes des FARC avaient déjà été remises par la guérilla. C'est le deuxième lot concernant 30% de l'arsenal et portant donc à 60% la part totale déposée auprès de l'ONU. Les 40% restants de l'arsenal des FARC doivent être remis à l'ONU le 20 juin. Un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit de mardi à ce mercredi un immeuble d'habitation à Londres. Il s'agit d'une tour de 120 appartements sociaux déployés sur 27 étages. Plusieurs morts et des dizaines de blessés en découlent. Mercredi matin, l'immeuble était toujours en proie aux flammes et une épaisse colonne de fumée s'élevait dans le ciel de Londres. 200 pompiers et 40 camions à incendie continuaient à lutter contre le sinistre dont l'origine reste encore indéterminée. Des documents en ligne datant d'un an environ montrent qu'un collectif de résidents s'était plaint à plusieurs reprises de l'état de l'immeuble et des risques d'incendie potentiels, de nombreux détritus s'étant accumulés lors des travaux successifs. Les combats féroces continuent dans le sud des Philippines entre l'armée et les islamistes. À Marawi, ils sont entrés le 23 mai en brandissant le drapeau noir du groupe djihadiste État islamique. Les travailleurs sociaux s'attendent au pire. Sur le terrain, des militaires américains offrent une assistance aux forces philippines combattant une violente insurrection islamiste ainsi qu'une surveillance aérienne. Nous nous attendons au pire. Quand le pont sera ouvert, nous nous attendons à ce qu'il y ait des corps éparpillés dans les rues. Même les habitants et ceux qui sont coincés dans leur maison, certains pourraient être morts de faim parce que, souvenez-vous, nous sommes au 22e jour du conflit. Ils n'ont ni nourriture, ni eau, ni provisions. L'armée philippine tente de déloger depuis 3 semaines des islamistes retranchés dans Marawi. Ils occupent, selon l'armée, environ 10% de cette cité de 200 000 habitants. Selon le gouvernement, au moins 202 islamistes, 58 militaires et 26 civils ont été tués.